Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Et si nous parlions, tiens, et si nous parlions du Covid un peu. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce matin de vous parler du Covid? Tout simplement parce qu'hier, Joe Biden lui-même, le président des États-Unis, nous a dit que la pandémie était terminée. Bon, il nous a dit la pandémie est terminée aux États-Unis. Je vois pas pourquoi les États-Unis seraient tout à coup le seul pays au monde où la pandémie serait terminée. Alors, je me suis dit, il faut se poser la question. Et en France, j'ai regardé les chiffres, il y a progression du nombre de cas en France. Mais parallèlement, progression du nombre de cas, d'accord. Mais qui, aujourd'hui, en France, se soucie du Covid? Nous n'en parlons plus, ou presque plus. Moi, je vois peu, si, dans les transports en commun. Je vois quelques personnes qui portent des masques, mais c'est assez rare. Le Covid ne serait-il plus qu'un virus ordinaire? Qui se soucie de cette 8e vague? Il n'y a aucune nouvelle stratégie vaccinale. A-t-on raison de ne plus se soucier de la 8e vague? Doit-on lever les dernières restrictions? Au contraire, resserrer la garde? Nous posons ces questions ce matin sur l'antenne de Sud Radio, librement, tranquillement, entre 11h et midi avec nos invités. D'abord, le docteur Gérald de Kierzek, qui est médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Pascal Crépé, qui est avec nous aussi, qui est épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Pascal Crépé, bonjour. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Et puis tout à l'heure, j'appellerai le professeur Gilles Pialou, qui est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Je vais commencer avec Pascal Crépé. Pascal Crépé, quelle est la situation aujourd'hui? 8e vague. Il y a des cas en progression, le nombre de cas est en progression. Je regardais un chiffre, le nombre de décès enregistrés en 24 heures à l'hôpital est de 58 morts, soit 11 de plus que lundi dernier. Je regardais le nombre de cas, 28 413 cas enregistrés quotidiennement, en progression, taux d'incidence de 181 cas pour 100 000 habitants en France. 8e vague, elle est là, même si on ne s'en soucie pas, c'est cela? Alors, c'est toujours difficile de parler de vagues très précocement, en fait, dans ce redémarrage épidémique. On est face à un redémarrage épidémique, clairement. On a un nombre de reproductions, ce fameux R, qui est supérieur à 1, ce qui fait que lorsqu'une personne est infectée, elle va en infecter plus d'une, et donc les générations d'infectés vont augmenter le temps passant. Donc c'est pour ça qu'on parle soit de rebond épidémique, soit de vague. Et il semble effectivement que, puisque on est sur ce redémarrage, eh bien on soit peut-être au début de cette 8e vague. Après, il ne faut pas forcément s'étonner que la population et que tout un chacun et nous-mêmes ne reprenions pas tout de suite des mesures très fortes pour se prémunir de l'infection. Pour la bonne et simple raison que nous avons encore tous le sentiment de pouvoir passer entre les gouttes, parce que la circulation du virus est relativement faible. On n'a pas forcément encore des gens dans notre entourage qui sont infectés, et donc on pense que ça concerne surtout les personnes qui sont les plus à risque de faire des formes graves, et en tout cas pas forcément nous. Et donc c'est pour ça que on ne prend pas encore la mesure de l'épidémie à venir, parce qu'elle n'est pas encore très concrète, mais ça va venir. Avons-nous tort ou raison? Ce sera l'un des sujets et l'une des questions que je vais vous poser à tous. Est-ce que nous avons tort ou raison de ne pas prendre vraiment au sérieux, je dirais, au sérieux cette 8e vague, Gérald de Kierzek? Mais qu'est-ce que vous voulez faire pour la prendre plus au sérieux? C'est-à-dire que vous parliez des masques. Vous êtes des spécialistes, pas moi. On a bien vu quand même que des pays qui avaient pris des mesures extrêmement restrictives, oui. Ils ont quand même eu des contaminations, parce qu'on est sur un virus respiratoire qui diffuse. Donc oui, il y a des cas de contamination. C'est pas forcément des cas de gens malades. C'est des gens qu'on repère, qui vont se tester pour différentes raisons. Et moi, je pense que la première mesure qu'il faudrait prendre, c'est peut-être d'arrêter de tester si massivement, parce que ça ne sert à pas grand-chose. Quelle est la conséquence finalement, qu'on soit positif ou pas positif? Je me mets à la place de quelqu'un qui a... Moi, j'ai eu
j'ai eu une pharyngite ces 3-4 derniers jours, j'ai encore quelques séquelles. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me faire tester. Oui, mais évidemment. Est-ce que les autres C'était années, négatif, vous mais- faisiez tester comme Non. cela? C'est-à-dire quand Non. vous aviez... Non. C'est-à-dire que le Covid, autant sur la première, deuxième vague, on Oui. était sur des cas qui risquaient de saturer les services de réanimation, etc. C'était ça l'enjeu, c'était le risque de saturation des services hospitaliers. Là, on voit bien qu'on est sur un virus qui a muté, on est sur le variant Omicron, sur des sous-variants, on a une population fragile qui est vaccinée. Se posera la question de la revaccination pour protéger les plus fragiles encore une fois, mais on est globalement sur un virus, sur le vivre avec ce virus. On ne va pas pouvoir l'arrêter, les masques ne servent pas forcément à arrêter ce virus-là. On a des pays, alors je vous parlais des pays qui ont pris des mesures restrictives, qui ont Oui. quand même eu les vagues. Oui. Il y a un juge de paix quand même sur la planète. C'est quel est le taux de mortalité, quel est le nombre de séquelles, etc. Et quand on regarde restrictif ou laxiste, puisqu'il y a eu les deux types de comportements dans les pays, les deux types de mesures politiques et de politique sanitaire, bah finalement le juge de paix, quel taux de mortalité, il est le même. C'est-à-dire qu'on est globalement avec un virus qui est présent, qu'on ne pourra pas faire disparaître. Il est illusoire de penser qu'on aura 0 cas, on n'aura jamais 0 cas. Et quand vous citiez une 50aine de morts, c'est terrible. Une mort, c'est toujours terrible. Pour l'entourage, c'est toujours une mort de trop, mais malheureusement, c'est des gens qui avaient des comorbidités, qui avaient déjà un état général qui était extrêmement fragilisé, et on voit bien Mais qu'on qui n'est ne plus serait du pas tout... mort sans virus, quand même. Mais il serait peut-être mort avec autre chose, il serait Avec peut-être autre mort chose. avec Mais- un autre virus. Vous savez, chaque année, avec d'autres Oui. types de virus, on a ce qu'on Oui. appelle des décompensations de patients très fragiles qui se retrouvent en réanimation. Je regardais les chiffres de patients en soins critiques, il y a 700 malades en soins critiques, sur 20 000 lits de soins critiques. Donc on n'est pas du tout dans une situation qui est une situation tendue. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il faudrait qu'on arrive à prendre ce virus avec de la nuance, que ça soit pas tout blanc ou tout noir, que ça soit pas il se passe rien ou au contraire on va tous mourir. Il faut qu'on atterrisse sur un mode de gestion, y compris politique, médiatique et médical, un mode de gestion qui sorte de la panique. Et malheureusement, je vois qu'à chaque fois, on a des titres anxiogènes sur cette 8e vague, etc. On ne devrait même plus parler de vague. C'est des gens qui sont testés et qui sont positifs, mais c'est pas une vague de saturation à l'hôpital. Pascal Crépé, vous êtes d'accord? Oui, malheureusement, je suis pas totalement d'accord avec Alors allez-y. ce que dit Vous n'êtes pas Gérald d'accord, il Cassec. faut le dire. Il y a deux choses avec lesquelles je suis pas d'accord. La première chose, c'est que c'est vrai, on va tous mourir. Oui. Et ça, Ça, pas c'est parce qu'on va inéluctable. pas, ça. c'est pas parce qu'on va pas choper la Covid-19 qu'on ne va pas mourir un jour. L'enjeu, c'est d'essayer de mourir le plus tard possible. Donc, si on peut éviter d'être infecté par le SARS-CoV-2 et ne pas mourir tout de suite, mais dans 1 an ou dans 5 ans, lorsqu'on est très âgé, c'est pas plus mal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parmi les mesures que Gérald Cassec propose, c'est arrêter de tester. Et moi, je sais pas. Enfin, moi, je suis pas médecin. J'ai un doctorat, mais pas en médecine. Et je comprends pas bien pourquoi un médecin comme Gérald Cassec propose de casser le thermomètre pour faire disparaître la maladie. Le tester, ça permet justement de voir ce que les gens ont, de diagnostiquer. Ça ne commande pas forcément la réaction qu'il faut avoir suite à ce test, que ce soit au niveau individuel ou au niveau populationnel. C'est un élément d'information qui est utile, que ce soit aux épidémiologistes ou même aux médecins et aux soignants, pour savoir ce que les gens ont, tout simplement. Et puis voilà, ça ne dirige pas ce qui doit être fait au niveau national. Pascal, en médecine, on fait un test quand on a une réponse en fonction du test. Si le test est positif, on fait telle chose. Si le test est négatif, on fait telle autre. Globalement, quand vous êtes malade, que votre test soit positif ou soit négatif, vous restez chez vous, vous portez un masque. Et là, pour le coup, c'est intéressant pour les gens qui sont malades, mais qui sont malades du Covid ou qui soient malades d'autre chose, pour éviter de contaminer les autres. Mais on n'a pas d'autres sanctions thérapeutiques, comme on dit. Donc c'est en ce sens où je pense que le test n'apporte pas de réponse thérapeutique particulière. Ça, c'est la première chose. C'est pas tout à fait... Juste la deuxième chose, c'est que c'est très anxiogène. C'est anxiogène au niveau de la population, c'est anxiogène au niveau individuel aussi. Alors que ça le soit il y a quelques mois, voire maintenant années au début de la pandémie, pourquoi pas. Mais maintenant, on pourrait très bien avoir des mesures comme on fait régulièrement avec les virus. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle. Vous êtes statisticien, vous connaissez parfaitement ce réseau-là, qui permet de faire sur le territoire, d'aller faire un échantillon représentatif pour avoir justement un thermomètre, mais sans angoisser la population. On a un thermomètre
chez des médecins généralistes et on regarde quel est l'état de la grippe, quel est l'état du Covid, quel est l'état de telle ou telle pathologie. Pascal Crépé. C'est vrai, ça peut, et l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est vrai que ce serait très utile de renforcer justement les réseaux sentinelles pour suivre la Covid. Maintenant, au niveau individuel, là je suis pas totalement d'accord avec Gérald, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se fait tester et qu'il sait ensuite qu'il est positif, il va quand même plus facilement s'isoler et éviter de contaminer ses proches que si justement il n'a pas cette information qu'il est porteur du virus. Donc je vous écoute, on ne met pas fin à l'isolement. Ce serait une mauvaise décision. Mais d'une manière générale, et là je pense que Gérald sera d'accord avec moi, c'est-à-dire que quelqu'un qui est malade, qui a des symptômes, que ce soit le SARS-CoV-2 ou la grippe ou autre chose, il faut s'isoler, il faut éviter de contaminer. Oui, puis en fait, quand on a un rhume, une grippe, ou on reste chez soi, un gamin qui est malade, t'as la grippe, tu restes chez toi, quand tu n'auras plus de fièvre, tu retournes à l'école. Et c'est en ce sens que je dis de tester et de savoir si c'est le Covid ou pas, en plus avec tout le manque de fiabilité des tests. Vous pensez que ça ne sert à rien de savoir, ça n'a pas beaucoup d'utilité de savoir si c'est le Covid ou pas. On vient de le dire à l'instant, globalement vous avez de la fièvre, vous toussez, vous restez chez vous, Covid ou pas Covid. Et la deuxième chose, c'est que ces tests, ils sont pas fiables à 100%, et on sait très bien qu'on peut taper à côté, on peut très bien avoir un jour un test positif, le lendemain il sera négatif, on sait très bien que l'antigénique peut être négatif, on fait une PCR, elle est positive, bref, ça ne sert plus à rien à titre individuel, sauf exception, et c'est ça l'art de la médecine, c'est en fonction de vos antécédents, de votre entourage, etc. Ça peut être, et c'est là où ça serait intéressant de le remettre sur prescription médicale, mais il faut arrêter de faire ces tests largue à main nue. On n'a pas parlé du volet médico-économique, mais il est extrêmement important. On va en parler. Évidemment qu'on va en parler. Gilles Pialou va se joindre à nous bientôt. Muriel aussi nous appelle de Béziers. Il est déjà 11h15. C'est passionnant. Puis je remarque quand même que je suis très content de parler du Covid ce matin parce qu'on n'a plus beaucoup d'informations, plus beaucoup de pédagogie sur la situation autour du Covid. On nous a parlé du Covid, mais du matin au soir, pendant des mois et des mois et des mois. Et puis tout à coup, on a l'impression que tout a disparu, alors que rien n'a disparu. Enfin, c'est un autre Covid peut-être qui a évolué. Enfin bon, mais il est intéressant de refaire le point. Et c'est la raison pour laquelle nous le faisons ce matin. Il est 11h16, à tout de suite. Bien, nous allons prendre en ligne Muriel. Muriel a 75 ans et nous appelle de Béziers, dans l'Hérault. Bonjour Muriel. Bonjour Monsieur Bourdin, et ravi de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio. C'est vrai Muriel. Vous étiez une auditrice. Vous êtes une auditrice de Sud Radio ou de... Oui, moi j'interviens souvent parce que j'écoute les vraies voix le soir, plus particulièrement que la journée, mais maintenant que je sais que vous êtes dans la tranche horaire 11h, voilà, je vous écouterai. Bon, c'est gentil Muriel. Vous me connaissiez d'ailleurs Ah évidemment. Surtout dans vos interviews. Voilà. Bon, d'accord. Merci Muriel d'être avec nous le matin. Vous venez de... vous êtes allé voir le médecin, 4e dose, c'est cela ? Alors, c'est pas le médecin. Je suis allée à la pharmacie, puisque maintenant, beaucoup de centres sont fermés. Ça, c'est d'ailleurs, vous avez raison, Muriel, de le dire. Pour aujourd'hui, si on a envie si on veut se faire vacciner, c'est pas si facile que ça. Muriel est allée voir son pharmacien et c'est une bonne chose. Mais il n'y a pas beaucoup de pharmaciens qui le font. De moins en moins. Mais je veux dire, le gros avantage des pharmacies, c'est qu'il y a un maillage territorial. Il y a une pharmacie pour 2500 habitants en France, c'est-à-dire que dans chaque coin de France, il y a une pharmacie. Et puis quand on était sur une stratégie massive de vaccination, fallait ouvrir un peu des vaccinodromes, comme on les appelait. Maintenant, on est sur une stratégie ciblée, dont Muriel est dans la cible des gens qui doivent avoir une 4e dose. Eh bien, il y a moins besoin de ces grands vaccinodromes. Bon, Muriel, racontez-nous. Vous êtes allé voir votre pharmacienne. Voilà. Faut dire aussi pourquoi je suis allée chez mon pharmacien. Parce que à l'époque, moi j'ai commencé par le Pfizer et les pharmaciens n'avaient pas le Pfizer. Ils avaient n'importe quoi. Et c'est donc comme moi, je ne fais confiance qu'aux grands laboratoires. Maintenant, c'est peut-être un tort. Je ne suis pas médecin, etc. Donc maintenant, c'est sur rendez-vous à votre pharmacie. Ils prennent 10 personnes. Et ils ont le Pfizer. Voilà, il faut y aller. Donc j'ai fait faire, puisque je rentrais dans la date de ma 4e dose, compte tenu qu'autour de moi, comme j'habite Béziers, c'est une zone très touristique, tout l'été, et je sortais, enfin pas moi, mais plein de gens sortaient, etc. Ils ont tous chopé le Covid.
Alors lequel, je ne sais pas, puisque ça a des noms maintenant qu'on ne... Voilà, on suit plus. Je vous adore, Muriel. Je vous adore. Je vous assure que... Elles sont toutes Alors, par contre, je reconnais une chose, c'est qu'il n'y a plus de réa. Oui. Mais vous êtes 7 jours chez vous, avec la fièvre, avec ceci, avec cela. Voilà. Donc, je me suis dit, va-t'en faire la 4e dose. Seul petit inconvénient, j'ai été fatiguée, allez, on va dire 3 heures. Bon. Je me suis mise sur mon lit, j'ai dormi un peu, mais après, impeccable. Impeccable. Bon, dites-moi, vous dites, le Covid est toujours d'actualité, mais autour de vous, tout le monde s'en moque? Complètement. Non. Complètement. Alors moi, je ne comprends pas. On a tourné une page, mais je crois que ça vient du fait, enfin à mon avis, ça n'engage que moi. Oui. Il y a tellement eu de stress, de mis sur ce virus. On a été, alors déjà il y a eu l'enfermement, voilà, et puis ensuite se sont succédés sur les plateaux des tas de gens qui étaient d'accord, pas d'accord. On a attrapé, mais les psychologues vous le diront, il y a des gens qui sont très très mal encore, psychologiquement. Donc moi je peux comprendre que les gens ne se rendent plus compte. Et comme il n'y a plus de cas graves, si vous aimez mieux, les gens s'en foutent complètement. Il y en a des cas graves, mais ça touche des personnes, si j'ai bien compris, Gérald Kierzek, vraiment très très âgées ou avec des comorbidités. Vous, Muriel, vous avez l'air d'aller très bien. Je suis très heureux de vous avoir eu ce matin, Muriel. Moi aussi. Et je vous embrasse. Et à bientôt. Bourdin. Merci Très beaucoup, bien. Muriel. À bientôt. Au revoir. Il est 11h24. Vous êtes sur Sud Radio. J'en suis très heureux. On va recevoir le professeur Pialou dans un instant. Gilles Pialou, professeur Gilles Pialou, qui est chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Mais Pascal Crépé, j'ai l'impression, qu'il n'y a, je le disais, plus d'informations, plus de pédagogie autour de ce Covid. On a quand même eu un peu plus de 2 ans de pandémie, donc il y a beaucoup d'informations qui ont été transmises et la population, d'une manière générale, c'est un peu formée quand même à vivre, qu'on le veuille ou non, avec l'épidémie. Et donc il y a énormément de gestes et de pratiques, d'ailleurs, qui sont restés et qui vont rester et qui resteront, je pense, pour les années à venir. Et qui sont utiles pour d'autres virus. Et qui sont utiles notamment pour la grippe ou le VRS qui provoque les bronchiolites. Là, on va rentrer dans cette période difficile là qui va arriver. D'ailleurs, il y a aussi une incertitude justement sur comment est-ce qu'on va pouvoir éventuellement gérer une 8e vague plus une vague de grippe, mais on pourra en reparler. Et parmi les choses les comportements qui ont changé, je pense que aujourd'hui si vous allez travailler fiévreux, éternuant, toussant à tout bout de champ, vous ne serez pas bien vu. Et les gens vont plutôt vous inciter à rentrer chez vous, etc. Alors que avant la pandémie, il y a 2-3 ans, vous auriez plutôt été perçu comme quelqu'un de courageux, qui se sacrifie au travail, qui vient travailler alors qu'il est malade, etc. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Donc ça fait partie des éléments qui ont changé. Je pense qu'aujourd'hui, là encore une fois, il y a des masques dans les foyers de tous les Français. Et donc, dès que si on se sent pas bien, un peu fiévreux, etc., mais qu'on a quand même besoin de sortir, aller faire ses courses, je ne serais pas étonné qu'on puisse plus facilement mettre un masque, Covid ou pas Covid, parce que on se dit qu'on va peut-être contaminer, ou au contraire, si on va voir une personne qui elle-même est malade, on va mettre un masque pour éviter de soi-même s'infecter. Et ça, c'est des comportements qui sont maintenant plus faciles. Et c'est étonnant parce que lorsque pour la pandémie de 2009, on avait énormément utilisé du gel hydroalcoolique. On avait regardé les pics de vente de gel hydroalcoolique et c'était majeur. Il y avait eu un usage énorme. Et dès l'année suivante, plus rien. Plus de gel hydroalcoolique nulle part. Et donc, les comportements n'avaient pas changé, ne s'étaient pas adaptés. Et là, il a fallu 2 ans de pandémie de Covid. Et a priori,
ça a peut-être été suffisant pour au moins changer ses comportements. Oui, Gérald Kierzek. Là encore, c'est des comportements binaires, c'est-à-dire c'est on fait ou tout ou rien globalement. Et ce que vous dites sur 2009, gel hydroalcoolique et puis après plus rien, là on a un peu l'impression que c'est la même chose et il faudrait arriver, et malgré la pédagogie, les messages essentiels ne sont pas encore passés, puisque on a des gens qui ont relâché toutes les mesures barrières, alors qu'effectivement on aimerait avoir simplement le lavage des mains, simplement se laver les mains régulièrement, ou le masque, on voit bien qu'il est porté en dépit du bon sens. C'est-à-dire que si vous êtes malade, c'est là où vous devez porter un masque chirurgical. Mais en revanche, la majorité des gens qu'on voit dans le métro ou dans les transports en commun avec un masque chirurgical, c'est parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Or, on sait que le masque chirurgical ne sert à pas grand-chose pour éviter de se contaminer. On protège les autres avec le masque chirurgical, mais il faudrait un masque FFP2 pour se protéger soi-même. Donc on voit bien que malgré tous les messages, il y a eu beaucoup de il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution dans le comportement des uns et des autres. Notre propre comportement, nous faisons plus attention. Nous l'avons peut-être un peu plus. Oui, j'avais répondu dans le Figaro en disant on a fabriqué une génération d'hypochondriaques. Oui, mais c'est pas. Alors qu'on doit vivre en équilibre avec des virus. Mais hypochondriaque, je ne sais pas. Mais on se lave un peu plus les mains. Le masque, effectivement, à part quelques rares personnes. C'est une réponse à Gérald. Oui. La pandémie de 1918-1919 de grippe espagnole a eu un impact majeur sur, devinez quoi, la mortalité par tuberculose. Oui, bien sûr. Et ça a été un impact, pas juste parce que la pandémie de grippe espagnole a tué les gens qui n'ont pas eu l'occasion de mourir de la tuberculose. Non, parce qu'on a fait un progrès énorme sur l'hygiène, et notamment sur tout ce qui est hygiène nosocomiale, enfin hygiène à l'hôpital, ce qui a permis de réduire l'infection à la tuberculose, contre l'infection tuberculose pour les années suivantes, et c'est resté dans le temps. Donc on est peut-être là encore face à un changement de comportement qui va rester dans le temps et qui va améliorer la santé des populations. Et qui est souhaitable, bien sûr. Et qui est souhaitable. Bien, il est 11h29 déjà, une petite pause. Le professeur Pialou sera avec nous dans un instant. Vous continuez si vous voulez réagir. 0826 300 300. Bien, il est 11h33. Vous êtes sur Sud Radio et je vous en remercie. Vous appelez 0826 300 300. Nous allons parler. Continue à parler du Covid et nous avons un nouvel invité, le professeur Gilles Pialou, que je remercie d'être avec nous, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris. Gilles Pialou, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, Gilles Pialou. Alors, Joe Biden qui nous dit que la pandémie est terminée. Alors, il parle des États-Unis, mais enfin, je vois pas comment la pandémie pourrait être terminée aux États-Unis et pas terminée ailleurs. Hein, Gilles Pialou, qu'en pensez-vous? Oui, bon là, je pense qu'il y a eu dérapage, il y a eu double dérapage, parce que c'est pas un chef d'État qui décide. C'est par définition une pandémie, c'est une épidémie qui touche beaucoup de pays. Oui. Donc c'est clair que c'est pas les États-Unis qui décident. En plus, très clairement. Quand on a eu la déclaration de Biden, la semaine d'avant, il y avait 3000 morts et 440 000 cas. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, dans l'interview, il y a encore plus grave, c'est la phrase d'après. Si vous regardez autour de vous, dit Biden, personne ne porte de masque et tout le monde a l'air plutôt en bonne forme. Oui. On dirait une phrase de Trump, quoi. C'est-à-dire, je veux dire, c'est pas en sortant dans la rue qu'on sait si la pandémie est contrôlée. Donc oui, voilà, il y a un vrai danger aussi pour ces effets d'annonce. C'est que les gens anticipent sur cette annonce-là, donc ils diminuent encore plus, j'entendais le débat précédent, ils diminuent encore plus leur niveau de prévention, et puis c'est irresponsable aussi en termes de... C'est pas seulement une déclaration de politique sanitaire, hein, c'est un impact économique. Oui, mais par exemple, quand le docteur Gérald Kierzek nous dit aujourd'hui il faut des nuances, il faut savoir vivre avec le virus, que répondez-vous ? Je salue Gérald, mais Kierzek, mais moi, je n'aime pas l'expression vivre avec. Alors, je sais que même le chef de l'État l'utilise, parce que vivre avec, comment dirais-je, c'est comme si on avait contrôlé ce qui se passe, qu'on savait quels étaient les variants qui allaient sortir. Omicron, personne n'avait prédit. Donc, il y a vraiment de l'humilité et l'ampleur des vagues. On n'arrive pas non plus à l'anticiper, à la modéliser. Et qui plus est. On n'a pas de plan de ce qui va se passer. Donc moi, et puis il faut expliquer aux Français que vivre avec, c'est accepter qu'il y a encore 176 décès la semaine dernière, accepter 4 à 5% de Covid long, voilà. Et puis il y a des gens qui ont tout simplement pas envie d'être malades 7 jours parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie d'être contaminants. Donc moi, je dirais que
D'accord, on ne va pas vivre sans, parce que le zéro Covid, on n'y arrivera pas. Mais il faut continuer à vivre contre, c'est-à-dire à se battre pour qu'il y ait une circulation virale la plus basse possible, qu'on écrase ces chiffres d'incidence. Est-ce que vous sentez une indifférence générale, Gilles Pialou ? Oui, totale, oui. Bah déjà les chiffres de décès, il faut aller les chercher. Oui. Donc, plus personne n'en parle. C'est absolument pas communiqué. Et puis je crois que la population, et pas seulement française et américaine, n'entendent qu'une chose, c'est genre c'est fini. Bah oui, mais le problème c'est que c'est pas nous qui décidons, quoi. Oui. Alors on va prendre Julien qui a 41 ans, qui est dans l'Essonne. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez aide-soignant, c'est cela, Julien, hein ? Tout à fait. Vous avez démissionné avant que l'obligation vaccinale ne soit mise en place. Tout à fait, exactement. C'est la raison de votre démission. C'est pas l'obligation vaccinale qui a été la raison, ça a été vraiment l'usure du système de santé. Depuis des années, on tirait la signal d'alarme. Et oui. Le Covid a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et voilà. je me suis retiré à temps. J'ai eu de la chance pour pas avoir à subir l'obligation vaccinale de surcroît. Bon, ça c'est votre choix, Julien. Pas structurel, il a raison, Julien. Pas sur l'obligation. Enfin voilà, c'est son choix. Mais moi, ce qui m'inquiète, et je salue Gilles Pialou aussi, c'est que à vouloir dire c'est la faute du Covid, et c'est ce qu'on a fait depuis des mois, voire maintenant des années, on occulte complètement la vraie crise, qui est la crise structurelle du manque de lits, du manque de lits de réanimation en particulier, de services d'urgence fermés de proximité, etc. Je pense que j'étais en réanimation. Oui. Donc ça, cette crise structurelle, en disant c'est le Covid, finalement, ça dédouane de beaucoup de responsabilités collectives, encore une fois, depuis des années. Bon. Alors, vous dites, Julien, je pense que nous avons raison, je lis ce que vous dites, de ne pas, ce que vous avez dit à notre standard, je pense que nous avons raison de ne pas nous inquiéter de la 8e vague et de ne pas céder à la panique comme par le passé. Exactement. Mais pourquoi dites-vous cela, Julien ? Tout simplement avec quels arguments et quelles connaissances ? Parce que je vois effectivement l'impact que ça a aujourd'hui. C'est pas plus néfaste aujourd'hui qu'une gastro ou qu'une grippe. Et on ne parle pas de vague de gastro, on ne parle pas de vague de grippe. En fait, le seul problème, on en parle parfois de vague de gastro ou de vague de grippe. Oui, mais on ne dit pas la 8e, la 10e, on les compte pas. On les compte pas. On les vit et puis voilà, on fait avec, on s'adapte. On sait que quand on est malade, on fait attention à qu'on les autres. On n'est pas plus débile que la moyenne. Je pense que le problème qu'on a, c'est qu'on est entre ça et Doctissimo. Je ne critique pas Gérard Kerviel qui n'est pour rien. Le forum, c'est sur le problème du forum de Doctissimo, c'est que les gens cherchent des réponses et trouvent des réponses avant qu'un médecin, un professionnel, leur donne les vraies réponses. Ce qui fait qu'on est en train de créer des générations d'hypochondriaques. D'hypochondriaques, oui. Les gens sont malades de rien et ça devient dramatique. Les gens mais ça, c'est très intéressant. De toute façon, vous disiez ça tout à l'heure, Gérard Kerviel. Exactement, on fabrique une génération d'hypochondriaques. Il faut qu'on vive malheureusement, alors avec ou contre, évidemment, que c'est contre le virus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas l'éradiquer, on ne va pas pouvoir. Et ça fait partie, malheureusement, ou heureusement, d'ailleurs, l'équilibre, les bactéries, les virus, c'est un équilibre avec l'être humain. Et notre système immunitaire. Je voudrais juste défendre Doctissimo. Il y a très peu de forums sur Doctissimo. Il y a surtout une équipe de journalistes et de médecins. Mais c'est vrai qu'Internet a créé une nouvelle pathologie qui s'appelle la cyberchondrie. C'est-à-dire que vous êtes hypochondriaque d'aller sur Internet, les titres qui sortent dans les news, etc., de 8e, 9e, 10e vague. Oui, il y aura des vagues de contamination. Mais, et là je me tourne vers Gilles Pialou. Gilles Pialou, il faut rappeler peut-être que le Covid, ce n'est pas qu'un rhinovirus. Il y a, je veux dire par là, que le Covid peut dégrader l'état de santé à long terme, à moyen et long terme. Oui, avant, excusez-moi Jean-Jacques Dornac, je veux juste revenir sur c'est Julien, c'est ça. Oui. Julien, il y a une contradiction dans ce qu'il dit, parce que à la fois, je le connais bien, parce que nous aussi on perd du personnel qui a été laminé par les 2 ans de crise Covid, parce que il faut rappeler que dans les hôpitaux, on n'a jamais, dans mon service, on n'a jamais été à zéro depuis l'été 2020. C'est-à-dire qu'on a toujours eu un fonds de patients hospitalisés. Donc ça, c'est le point important. Et le deuxième, c'est que justement, ce qu'il dit est très juste sur l'hôpital public, et c'est vrai que c'est pas le Covid qui a mis à mal l'hôpital public, c'est le Covid qui est venu aggraver les déficits de l'hôpital public, sans que rien, à part ce qui a été fait sur les urgences cet été, mais qui était du colmatage, a permis de rétablir la situation. Ce qui veut dire que la vague Covid, elle n'a pas besoin d'être haute pour envahir l'hôpital pas au sens de tous les lits, mais au sens de la fragilité de l'hôpital, des urgences, des lits d'aval. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Et si vous rajoutez une hypothèse que je vous donne aujourd'hui, après on verra si elle se vérifie,
que cette année, on aura pour des raisons multiples une grippe la grippe tout à fait importante, qui va impacter sur les urgences, qui va impacter sur SOS médecins, qui va impacter sur les lits navals, et ben vous aurez une conjonction fragilité plus une vague Covid. Et là, effectivement, on est en difficulté. Vous voyez ce que je dis, il ne faut pas prendre les problèmes isolés. C'est exactement ce qu'a dit Gérald tout à l'heure. Ce n'est pas un problème isolé, mais c'est un problème qui vient aggraver une situation très tendue. Et puis pour répondre à votre question, oui, ça n'a rien à voir avec un rhinovirus comme vous dites, parce qu'il a été démontré que les gens qui ont eu le Covid, y compris d'ailleurs Omicron, ont un surrisque d'un certain nombre de pathologies cardiovasculaires et autres. Donc, il n'y a pas que le Covid long. Bon, mais alors Gilles Pialou, c'est une question complémentaire que je vous pose. Est-ce que le Covid, si l'on garde ce Covid sans trop s'inquiéter, enfin, c'est pas nous qui décidons, c'est lui qui est, enfin, c'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons en sorte qu'il ne se répande pas trop, mais il peut dégrader l'état de santé général de la population ? Mais oui, c'est ce qu'on a. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs papiers qui ont montré que les gens qui ont eu un Covid ou plusieurs Covid ont un surrisque, notamment de pathologies cardiovasculaires. Donc, il faut pas du tout banaliser ça sous le prétexte que effectivement, c'est pas les signes cliniques de l'épidémie de 2020. Et en plus, on n'a aucun élément prédictif de ce qui va se passer. C'est ça qu'il faut comprendre. Personne ne peut prédire quelle sera l'ampleur de la 8e vague. Il n'y a pas de modélisation possible parce que c'est trop compliqué. Et on peut très bien avoir un variant, il y en a un qui est très faiblement présent en France, qui est présent en Inde, un variant BA2 qui est beaucoup plus transmissible encore. Donc voilà, on a appris à l'humilité, et je veux dire, la question n'est pas de savoir quelle est l'ampleur de la vague, c'est l'ampleur de ce qu'on va prendre dans le système de santé. Sur les Covid longs, c'est sûr que c'est un vrai problème. C'est d'autant plus un problème qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est le virus qui reste présent? Est-ce que c'est l'interaction avec le système immunitaire? Est-ce que c'est un système d'auto-immunité? C'est-à-dire que nos propres défenses immunitaires qui vont se retourner. Moi, ça me fait beaucoup penser à la maladie de Lyme, par exemple, qui est aussi un sujet très controversé. On sait qu'il y a des implications entre le psychisme, le somatique, le corps, le système immunitaire. De là à aller encore angoisser la population en disant « oulala, attention, vous risquez le Covid long, etc. » Je pense que c'est une espèce d'effet nocebo qu'il ne faut pas négliger non plus. Vous savez, il y a l'effet placebo. Je vous donne pas grand-chose et ça va vous soigner, mais l'effet nocebo, c'est je vous dis, ça va être terrible, vous allez mourir, etc. Ça va vous déclencher un certain nombre de choses. Donc il faut, encore une fois, être dans une espèce de nuance, ni rassuriste, ni alarmiste, et dire, oui, il y a des gens qui ont peut-être un état de santé qui serait propice à développer un Covid long, etc. Il y a surtout des gens qui risquent de développer des formes graves. Ces gens-là, il faut les vacciner. Mais en tout cas, soyons dans ce qui était la médecine avant le Covid, du bénéfice-risque, être dans une nuance. Ceux qui ont besoin du vaccin, on les vaccine. Et c'est ce que la Haute Autorité de Santé maintenant propose, c'est de cibler les campagnes de vaccination, si possible avec des vaccins bivalents qui sont adaptés aux variants circulants. Et puis les autres, ma foi, il faut qu'on vive à peu près normalement. Gilles Pialou, je peux vous prendre encore 2-3 minutes? Oui, je vous en prie. Bon, alors, on va passer une petite pub et puis je vous poserai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, la stratégie en place, on ne sait pas s'il y a une stratégie d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup Déjà, est-ce qu'il y a une stratégie? Oui. En tout cas, au niveau scolaire, on a changé de ministre, mais moi je peux vous assurer, parce que j'ai des enfants scolarisés, qu'il n'y a pas de plan scolaire affiché. Enfin, non, il n'y a aucune stratégie au niveau scolaire, rien du tout. Aucune stratégie, on sait très bien que heureusement. Heureusement, dit Gérald Kierzek, heureusement. Mais non, mais parce que les pauvres gamins qu'on a masqués à l'école alors qu'ils participaient pas plus que les autres à la propagation du virus, et surtout qu'ils n'avaient pas de forme grave, c'est très anxiogène pour les parents. Attendez, on va réagir après, justement. Il est 11h44, on va faire un peu de pub et je vais donner aussi la parole à Pascal Crépé. À tout de suite. Bien, alors Gilles Pialou, comment est-ce que aujourd'hui, on parlait de l'école, Gilles Pialou, c'est vrai qu'il n'y a plus aucune stratégie scolaire autour du Covid. Vous le regrettez? Bien sûr, mais il ne faut pas caricaturer le débat. C'est pour ça que je fuis en général les débats plusieurs, mais parce qu'il ne faut pas caricaturer le débat. Le débat sur le plan sanitaire à l'école, c'est pas un débat que sur le masque chez les enfants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu tout un vent de demandes de spécialistes assez consensuels sur la prévention aérienne, les capteurs CO2, les purificateurs d'air. Il n'y a rien qui a été installé, Il y a une politique de dépistage qui doit être adaptée à l'école, parce qu'il faut se fixer un plan, c'est se fixer des niveaux d'alerte. Et puis, par exemple, un truc tout simple que j'ai vécu, quand vous mettez 28 parents d'élèves dans une salle, dans toutes les salles de France, qui vont rester 1h30, 2h30 pour les réunions de rentrée, sans masque, fenêtres fermées, etc., vous participez. C'est pas de leur dire, mettez un masque obligatoirement.
c'est de faire passer le message que l'exécutif n'a pas fait passer, que c'est pas parce qu'un outil de prévention n'est pas obligatoire qu'il n'est pas utile. Et comme je le dis chaque fois, prenons l'exemple du préservatif. Le préservatif, c'est pas obligatoire, mais on a toujours dit qu'il fallait le mettre. Eh ben, les parents d'élèves, il devrait y avoir des affiches qui disent, comme on le fait pour la SNCF, le masque est grandement conseillé. Et on sait très bien que dans toutes les écoles de France, les gens ont globalement pas de masque. Je parle des adultes. Oui. Gilles, on va prendre Lucas, qui est à Versailles. Bonjour Lucas. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes ingénieur, Lucas. C'est ça. Et je voulais intervenir pour soutenir le docteur Kerviec, parce que je suis souvent d'accord avec lui, à savoir qu'on est en train de faire une génération de stressés. Parce que j'entendais l'autre docteur Pialou, Gilles Pialou, professeur Pialou. Désolé. Qui disait justement, faut faire des mesures et avoir les adultes masqués. Alors moi j'ai ma fille en plus qui a 6 ans, donc en CP, elle est en train d'apprendre à lire et à écrire. Typiquement un professeur qui a un masque, c'est pas évident. D'ailleurs en pratique, les professeurs nous disaient, ils l'enlevaient parce que sinon les enfants ne comprenaient rien. Alors vous dites qu'il faut être raisonnable et continuer d'isoler les malades, mais pas condamner tout le monde. C'est ça, parce que en plus, alors justement, moi je suis le cas. J'ai fait ma 2e dose de Pfizer parce que j'avais peur que si une de mes enfants, j'ai 2 filles, si une de mes 2 filles tombait malade, je pouvais pas aller à l'hôpital. Oui. Donc pour pallier à ça, parce que comme fallait faire 2 doses et qu'il y a un peu de temps entre les deux, j'ai pas attendu qu'elle soit malade, je l'ai fait en amont, en préventif. Oui. Et à la 2e dose, j'ai fait une péricardite. Oui. Alors que cliniquement, j'avais pas je suis en bonne santé, je fume pas, je bois pas, je fais un peu de sport, donc je pense pas que j'étais à risque vis-à-vis de ce virus-là. Alors on va me dire, on sait jamais. J'ai le gendre de ma voisine du dessous qui a un ami qui est mort d'une gastro à 31 ans, donc on peut mourir de tout et n'importe quoi quand son heure est venue. Malheureusement, son heure est venue. Mais au cas global, j'étais vraiment pas à risque et au final, j'ai eu une péricardite pour rien, quoi. Oui. Bon, ça, Lucas, c'est autre chose. Mais mais des enfants sont morts. Je veux dire, il y a des enfants qui sont morts, il y a des jeunes qui sont morts de la vaccination. Alors là, c'est un autre débat. Ça, faut corriger. C'est-à-dire que, Lucas, je comprends la péricardite. Oui, c'est une complication, notamment chez les hommes de moins de 30 ans. Il y a eu des complications type péricardite ou myocardite, qui sont des inflammations liées à la vaccination. Avec un taux très bas, quand même. Alors, c'est très faible, effectivement, en termes d'incidence. Et puis, il faut dire que le Covid, ça donne aussi des péricardites et des myocardites. Et la deuxième chose, c'est qu'en France, il n'y a jamais eu sur les myocardites ou péricardites hospitalisés de décès. Donc je sais que c'est quelque chose qui circule beaucoup, il ne faut pas le nier, ça existe, et c'est en ce sens que je pense que la stratégie... Personne n'en est mort. Alors, en France, chez les gens hospitalisés pour ça, personne n'en est mort. Il faut arriver à une stratégie ciblée de bénéfice-risque. Comme tout médicament, tout vaccin, vous avez un bénéfice à avoir le vaccin ou le médicament quand vous avez un risque de la maladie extrêmement fort. Et c'est en ce sens où chez les enfants, par exemple, il n'y a pas lieu, et c'est pour ça que les recommandations ne rendaient pas obligatoire la vaccination chez les enfants. Bien. Gilles Pialou. Non, je ne voulais pas du tout rentrer dans ce débat-là, mais moi non plus. Pour dire quand même que dans les réanimations comme à la Pitié-Salpêtrière, ils ont eu des décès de péricardite et de myocardite liés au Covid. Donc il faut quand même juste remettre les choses dans leur contexte. Gérald l'a très bien dit, il y a effectivement des effets secondaires, ils sont très rares, et le rapport bénéfice-risque du vaccin, il n'est plus à refaire. Il y a eu un papier qui a été fait dans le Lancet sur 180 pays et qui chiffre autour de 18 millions le nombre de personnes qui ont été protégées du décès, tout simplement du décès, par rapport à la vaccination. Donc on ne va pas revenir sur ce débat-là. Oui. Non, terminons quand même. Gilles Pialou, terminons sur la situation actuelle. Aujourd'hui, est-ce que les autorités publiques et nous, citoyens, nous nous comportons comme il faut face au Covid? Ou est-ce que nous devrions adopter d'autres, je ne sais pas. Tout le débat, et en fait ça rejoint ce qui a été dit par Gérald Kerviec tout à l'heure, tout le débat est que les Français soient informés et qu'ils puissent prendre qu'ils soient éclairés, comme on dit, vous savez, qu'on dit le consentement éclairé. Ça, il faut être éclairé. C'est-à-dire qu'il faut expliquer aux Français qu'ils ont le droit de ne pas avoir envie d'être contaminant de quelqu'un qui est fragile. Ils ont le droit de ne pas avoir envie d'avoir 7 jours de fièvre à 39, etc., avec le BA5 qu'on peut voir, et qu'ils n'ont pas envie d'avoir des arrêts de travail, et qu'il y a les moyens de faire ça. Il y a les moyens, c'est-à-dire, surtout quand il y a une circulation virale qui est importante, parce que 187 pour 100 000, c'est une incidence qui est quand même très élevée.
Rappelez-vous quand même les alertes, les premières alertes, c'était autour de 50 pour 100 000, donc on a un seuil qui est largement dépassé. Et il faut qu'il soit éclairé, c'est-à-dire vous n'avez peut-être pas envie d'avoir 4% de Covid long, vous n'avez peut-être pas envie d'être hospitalisé, vous n'avez pas envie de ne pas protéger votre entourage et d'augmenter votre niveau de protection combiné. Combiné, c'est-à-dire c'est effectivement le lavage des mains, c'est le port du masque dans des endroits fermés, je parle des adultes, et d'augmenter le niveau de vaccination. Je prends qu'un seul chiffre sur la vaccination. On a ouvert la vaccination, le deuxième rappel, la 4e dose. Il y a que 28% des gens de 160-79 ans qui sont vaccinés. Donc ça veut dire qu'il y a encore plein de gens qui sont en dessous du radar. Donc et ça, il faut aider à aller les chercher. Voilà, il faut aller les chercher. Bien, merci Gilles Pialou. Pascal Crépé, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je suis totalement notre d'accord comportement collectif. Être dit. Oui, voilà. Si on ne veut pas justement être forcé à faire les choses, il faut de soi-même commencer un peu à serrer un peu la vis, entre guillemets, adapter nos comportements dans la nuance toujours à la situation sanitaire. Et donc, quand on a des symptômes, on reste chez soi, on se fait tester, même si Gérald n'est pas d'accord. Et puis, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que ça sert à rien individuellement. Mais je suis entièrement d'accord par contre avec vous. C'est quand on est malade, on reste chez soi. Voilà. Alors effectivement, individuellement, on peut en discuter. Au niveau populationnel, ça peut quand même être intéressant de savoir ensuite quels sont les variants dominants qui circulent, à défaut d'avoir sur un épidémiologique avec des sondages. On a un réseau Sentinelle très bien fait, et puis on va faire des prélèvements virologiques. Vous savez, moi aux urgences chaque année, je fais pas des prélèvements virologiques, ou tous mes collègues généralistes ne font pas des prélèvements virologiques. C'est-à-dire, on va pas vous gratter le fond de la gorge pour l'envoyer au laboratoire, parce que ça serait infaisable. En revanche, c'est la méthode des sondages, comme en politique, on va aller sonder des échantillons représentatifs, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et à l'hôpital, sur les formes graves, à ce moment-là, qu'il y ait du dépistage systématique, pourquoi pas? Ok, merci Pascal Crépé. Merci Gérard Kerzec d'être venu avec nous, et Gilles Pialou qui était là aussi, et merci à vous tous. Il est quelle heure? 11h56, 0826 300 300. Nous en parler de politique étrangère et notamment de géopolitique. Après midi, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'ONU ouvre une nouvelle session importante, très importante même. Tous les pays du monde sont réunis à l'ONU, sauf Poutine, qui n'y sera pas. Mais enfin, j'ai vu qu'Emmanuel Macron y était, j'ai vu que la première ministre britannique y était. Enfin, c'est une session très importante de l'ONU, un nouvel ordre mondial. Quel ordre mondial aujourd'hui? Ça va être très très intéressant d'écouter notre invité tout à l'heure, entre midi et midi et demi, 11h56.